Ma femme et moi avons acheté une maison de campagne pour que nos enfants passent plus de temps dans la nature. La dernière chose à laquelle je pouvais penser, c'est que je trouverais des préservatifs usagés dans notre poubelle. Je m'appelle Kevin, j'ai 42 ans. Rachel est ma femme, elle a 39 ans. Nous sommes ensemble depuis plus de 15 ans et mariés depuis 11 ans. Nous avons deux enfants, une fille Lily qui a 10 ans et un fils Josh qui a 7 ans. Je ne dirais pas que notre vie est parfaite, mais elle était stable. Je gagnais bien ma vie. Nous vivions en banlieue, dans une maison confortable à 2 étages. Les enfants allaient dans une bonne école. Nous avions un SUV familial et un petit chien nommé Rocky. Tout semblait aller comme il faut. Environ 2 mois avant que tout ne s'effondre, Rachel a commencé à parler d'une maison de campagne. Elle était obsédée par cette idée depuis le début. Elle disait que les enfants avaient besoin de plus de nature. Il fallait un endroit où toute la famille pourrait passer du temps, pendant les vacances d'été, se réunir pour des barbecues, organiser des soirées familiales. L'idée m'a semblé raisonnable. Et pour être honnête, je m'imaginais aussi en train de griller des burgers sur le barbecue pendant que les enfants couraient sur l'herbe, et que Rachel, avec un verre de vin, lisait un livre dans un hamac. J'ai accepté presque immédiatement. Nous avons trouvé une maison convenable à seulement 1 heure de route de la ville. Vieille, mais confortable. Un grand terrain, un jardin avec des pommiers. Il y avait même une tonnelle et un barbecue. Nous l'avons acheté rapidement avec l'argent liquide que nous avions économisé auparavant. Rachel était ravie. Elle s'est immédiatement mise à aménager la maison. Elle m'emmenait dans les magasins pour acheter des nappes, des coussins, des lampes, des guirlandes. On aurait dit qu'elle reprenait vie avec chaque nouvelle décoration. Les premières semaines, nous y allions en famille. Les enfants étaient ravis des balançoires et des nouveaux amis du voisinage. Je tondais la pelouse et repeignais la clôture. Rachel grillait du maïs et de la viande au feu de bois. Mais avec le temps, j'ai commencé à rester de plus en plus souvent à la maison, soit à cause du travail, soit simplement par fatigue. Et Rachel partait de plus en plus souvent là-bas, avec les enfants sans moi, et cela ne me semblait pas étrange. Pas à ce moment-là. Elle disait que c'était notre façon de nous détendre. L'air, le silence, les enfants en plein air, tout était parfait. Et je ne faisais que sourire. Je l'aimais énormément, et je lui faisais confiance. Nous étions ensemble depuis tant d'années. Nous avions traversé des crises, un prêt immobilier, des nuits blanches avec les bébés, même une opération à mon genou. Nous étions de véritables partenaires. Je croyais que rien ne pourrait nous ébranler. Et maintenant, je pense souvent que, peut-être déjà à l'époque, je sentais qu'une fissure commençait à se former dans notre forteresse. Mais, pour être honnête, je ne voulais pas l'admettre. Et environ 1 mois après l'achat de la maison de campagne, j'ai commencé à remarquer des détails. Rien de flagrant, rien de direct. Juste, quelque chose a commencé à changer. Elle a commencé à y rester plus souvent avec les enfants, parfois même en semaine. Elle disait que c'était bien mieux pour les enfants que la ville. Avant, elle me demandait de venir au moins le week-end, mais maintenant de moins en moins. Un jour, j'ai même proposé de venir, à quoi elle a répondu de manière inattendue que peut-être la prochaine fois. Car elle avait prévu de se retrouver avec une amie, et qu'elles allaient s'asseoir ensemble autour du feu, avec quelques verres de vin. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Je me suis dit, d'accord, qu'elles discutent, qu'elles se changent les idées. Nous sommes tous des adultes, chacun a son espace personnel. Mais ensuite, des détails ont commencé à émerger. Par exemple, un jour, j'ai remarqué un briquet étranger dans son sac. Rachel ne fume pas, ses amis non plus. Je lui ai demandé, mais elle a simplement répondu avec indifférence que c'était probablement resté après la visite des invités, quand ils avaient tous grillé des marshmallows, ensemble.
Encore une fois, je n'y ai pas prêté attention à ce moment-là. Je me souviens encore de la couleur de ce briquet. Vert foncé avec des éraflures, clairement pas neuf. Ou une autre situation. Un jour, j'ai demandé à Lily avec qui ils étaient au chalet la dernière fois. Elle a répondu que l'oncle Tom était avec maman. Tom est notre voisin. Il habite dans la maison, à côté de notre chalet. Il a environ 45 ans et il a déjà divorcé plusieurs fois. Et le dernier divorce a eu lieu il y a environ 2 ans. Il a toujours semblé amical. Mais cela m'a dérangé la façon dont Lily a dit que maman était avec l'oncle Tom et qu'ils ont parlé très longtemps. Josh et moi étions déjà allés nous coucher, mais il continuait à rester assis sur la terrasse. Alors, j'ai demandé à Rachel le lendemain si elle était avec une amie, si tout s'était vraiment passé comme ça. Mais Rachel a hésité, puis a répondu que oui, une amie était bien là. Nous étions ensemble et buvions du vin. Puis elle est partie, et notre voisin Tom est passé. Nous avons juste un peu discuté. Alors je n'ai pas poursuivi la conversation. Un jour, elle est rentrée à la maison et est allée directement sous la douche. Longtemps, très longtemps. Puis elle est sortie, en peignoir, les cheveux mouillés et était extrêmement tendue. C'est alors que j'ai remarqué une éraflure rougeâtre sur son cou. Encore une fois, elle a simplement fait un geste de la main et a dit que c'était notre Rocky, qui l'avait griffé avec sa patte en la câlinant. Bien que je savais, je connaissais ce chien. Il est avec nous depuis toujours. Rocky ne met jamais ses pattes autour du cou. Il n'a jamais griffé personne. Et pourtant je n'ai rien dit. J'ai avalé, encore une fois. Je l'aimais simplement, très fort, parce que je ne voulais pas être celui qui fait des scènes de jalousie sans raison, parce que je croyais que nous étions encore nous, et non pas chacun pour soi. Mais ce nous se transformait progressivement en elle et moi, et à un moment donné, j'ai réalisé. Bientôt, quelque chose se produira qui brisera tout définitivement. À ce moment-là, je ne savais pas encore que je me retrouverais à la maison de campagne sans l'avoir prévu, que je verrais ce que je n'aurais jamais dû voir. Mais je sentais déjà que quelque chose n'allait pas. À l'intérieur, un vieil instinct oublié s'est activé, disant « Ne fais confiance à personne, regarde simplement plus attentivement ». Tout s'est passé complètement par hasard. Ce jour-là, j'ai terminé mes affaires plus tôt que prévu, et j'ai décidé qu'il fallait passer à la maison de campagne de mes proches. Rien ne laissait présager de problème, c'était juste ce sentiment que je devais y aller. Je n'ai pas appelé Rachel, je voulais faire une surprise. Apporter des glaces aux enfants et simplement passer une soirée tranquille, en plein air. Quand je suis arrivé, le silence m'a immédiatement mis en alerte. Les portes étaient mal fermées. Sur le porche, il y avait 2 verres, l'un encore avec des restes de vin blanc. Je me suis figé, en les regardant. Quelque chose à l'intérieur s'est soudainement contracté. J'ai pris les sacs, j'ai emprunté le chemin, j'ai regardé par la fenêtre, mais la maison était vide, du moins à première vue. Puis j'ai vu la table dressée sur la terrasse. Fromage, fruits, une bouteille de vin, des bougies. Il n'y avait aucun objet d'enfant. Pas de jouets, pas de gobelets. Pas de traces que nos enfants avaient couru ici récemment. Seulement 2 verres et 2 assiettes. Alors, une seule question me vient à l'esprit. Où était-il tout ce temps? Mais j'aurai bientôt une réponse. J'espérais encore que je m'inventais des histoires, que Rachel sortirait bientôt, dirait qu'un voisin était passé pour un verre de vin, mais mon cœur battait déjà dans ma gorge. Laissant les sacs à la porte, j'ai fait le tour de la maison,
et regardai par la fenêtre côté cuisine. C'était vide, trop vide. J'ai ouvert la porte avec ma clé et j'ai immédiatement senti un air différent. Pas comme d'habitude. Quelque chose y flottait, quelque chose de lourd. J'ai fait quelques pas à l'intérieur, presque machinalement. En passant, près de la poubelle dans la cuisine, j'ai remarqué que le sac n'était pas attaché. Cela semblait être un détail insignifiant, mais c'est précisément ce qui m'a fait m'arrêter. J'ai ouvert le couvercle, et parmi les épluchures d'orange et une bouteille vide, il y avait 2 préservatifs usagés. Leur emballage était également là. Je regardais et j'ai cessé de comprendre. Rachel et moi n'avons jamais utilisé de préservatif. Mais ces deux-là se trouvent ici pour une raison quelconque. Une tempête a commencé à tourbillonner dans ma tête. Je me suis lentement dirigé vers la chambre, celle que nous avions aménagée en chambre d'amis. Les enfants et moi dormions à l'étage. Cette chambre était presque inutilisée. La porte était fermée, mais des gémissements, étouffés, provenaient de l'intérieur. Au début, j'ai pensé que je me trompais, que c'était peut-être de la musique, peut-être un film, mais c'étaient des sons réels, étouffés, hésitants, mais reconnaissables. Je me suis figé devant la porte. Ma poitrine s'est serrée comme si l'air avait disparu. Je ne pouvais pas y croire, mais je savais déjà. Lentement, en essayant de ne pas faire de bruit, j'ai appuyé sur la poignée. La porte s'est ouverte. Devant moi d'abord l'obscurité, puis la pénombre. Et dans cette pénombre, 2 silhouettes. Ma femme et Tom, nus. Il était allongé sur le dos, elle chevauchait sur lui. Je ne voyais pas son visage, seulement des gémissements féminins doux qui résonnaient au rythme de ses mouvements. Je restais là comme paralysé, incapable de respirer pendant quelques secondes. Je regardais simplement ma femme faire l'amour avec notre voisin dans notre chambre d'amis, dans notre maison de campagne, où il y a 1 semaine à peine, nous faisions griller des marshmallows avec les enfants autour du feu. Je ne me souviens pas comment j'ai commencé à crier. Je me souviens seulement de Tom qui, paniqué, repousse Rachel et elle qui se lève, en couvrant sa poitrine, essayant de me dire quelque chose. Et moi je ne fais que hurler, hurler comme un fou. Je me mets à crier, à exprimer ma douleur, à pousser un cri animal, parce que je suis déchiré de l'intérieur. Je l'ai jeté hors de la maison presque nu. Il n'a même pas essayé de résister. Rachel me criait quelque chose, essayait de m'attraper par les bras, de se blottir, de se justifier. Mais je me suis dégagé. Je n'entendais rien. Mes oreilles bourdonnaient. Je suis monté dans la voiture et je suis parti, sans prêter attention à la route. Je voulais juste disparaître. Je ne me souviens pas comment je suis rentré chez moi. Je ne me souviens ni de la route, ni des feux de signalisation. La seule chose qui restait dans ma tête, c'était son visage, déformé par la peur, la confusion et la honte. Non, pas devant moi, non. Devant le fait qu'elle ait été prise. À la maison, je suis resté assis par terre dans le couloir, adossé au mur, serrant le téléphone dans mes mains. Il y avait un brouillard dans mes yeux. Mon corps semblait engourdi. Je ne mangeais pas. Je ne dormais pas. Je regardais juste dans le vide. J'ai passé la première nuit ainsi. La deuxième dans la voiture, sur le parking du supermarché, parce que je ne pouvais pas rester dans cette maison. Tout me rappelait elle, même l'odeur de l'oreiller. La troisième nuit, j'ai pris une chambre dans un petit hôtel, près du travail. Là, au moins, il n'y avait ni sa voix, ni ses vêtements, ni ses souvenirs. Juste une chambre vide et un lit, sur lequel j'ai enfin pu m'endormir. Rachel écrivait beaucoup. De longs paragraphes, des messages vocaux, des photos. Elle pleurait et suppliait. Elle disait que tout cela était une erreur, que rien n'était comme ça, qu'elle ne savait pas comment c'était arrivé. Elle a envoyé des photos des enfants où ils sourient, rient, avec une légende disant qu'ils m'attendent, Kevin.
Cela m'a déchiré, mais je n'ai pas répondu. Tout était simplement mort à l'intérieur. J'ai pris un congé au travail. Pendant quelques jours, je suis juste resté dans la chambre, regardant le plafond, essayant parfois de manger, mais ça ne passait pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je les voyais dans notre chambre, dans notre maison de campagne, à l'endroit où je voulais construire des souvenirs, elle construisait de la luxure. Quelques jours plus tard, j'ai écrit à l'avocat une simple phrase disant que je voudrais discuter du divorce. Et c'est ainsi que tout a commencé. C'était mon premier pas. Insupportablement difficile mais nécessaire. Rachel et moi ne parlions presque pas. Je récupérais les enfants quand elle était au travail. Je les laissais chez leur grand-mère, et je ne passais pas la nuit à la maison. Les petits étaient perplexes, surtout l'aîné, qui ne comprenait pas pourquoi papa ne dormait plus à la maison. Je ne pouvais pas tout leur expliquer. Je ne pouvais pas. Ce n'était pas encore le moment. Parfois, j'allais seul à la datcha. Je restais simplement dans la cour arrière, regardant cette même terrasse, cette même table. Ça sentait encore l'été et la trahison. Pendant ce temps, Rachel a commencé à brûler son téléphone. Elle écrivait à sa sœur, à des amis, à ma mère. Elle racontait à quel point elle regrettait, comment elle avait perdu le contrôle, comment Tom s'était imposé, quelque chose à propos de l'alcool, de sa grossièreté, du fait qu'il faisait pression. Tout cela ressemblait à des balivernes. Elle ne ressemblait pas à une victime ce soir-là. Elle contrôlait tout. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai vu qu'elle mentait même à elle-même, que quelque chose a définitivement basculé en moi. J'ai compris que je ne voulais pas et ne pouvais pas vivre avec cette personne, et qu'il n'y avait plus rien à construire ensemble. Le 7e jour, j'ai écrit que je demandais le divorce. C'est tout. Qu'elle ne m'écrive plus et ne m'appelle plus jamais. Mais après cela, elle est venue à mon hôtel. Elle se tenait devant la porte, frappait, pleurait, criait. Apparemment, elle a réussi à obtenir l'adresse de ma mère. Je n'ai pas ouvert. Je ne pouvais pas. Parce que si j'avais vu son visage, tout aurait ressurgi. Tout ce que j'avais tant essayé de réprimer. Je pensais que je déposerais enfin les documents, que tout se terminerait rapidement. Silencieusement, calmement, presque techniquement. Car tout était évident. Les caméras, les témoins. Mais je me trompais. Rachel n'avait pas l'intention de me laisser partir comme ça. D'abord, elle a essayé de jouer la victime. Quand la première lettre de mon avocat est arrivée, elle a immédiatement appelé avec une voix brisée, en pleurant, en promettant que tout changerait, que nous traverserions cela en famille. À ce moment-là, je n'ai pas répondu. Et c'est alors que de nouvelles manipulations ont commencé. Elle disait que les enfants ne pourraient pas supporter le divorce, que je les abandonnais. Elle écrivait qu'elle ne pourrait pas subvenir seule aux besoins des enfants, que je détruisais tout ce que nous avions construit ensemble. Dans chaque phrase, un reproche, et pas une once de remords. Seulement de la pression. Quand la première audience a commencé, j'ai compris jusqu'où elle était prête à aller. Elle est venue en costume sombre strict, avec un maquillage à peine visible, et les yeux rougis par les larmes. Elle se comportait de manière réservée, comme si c'était moi qui avais détruit la famille. Son avocat a, dès le début, construit sa ligne de défense sur le fait que je m'étais soi-disant éloigné de la famille, que Kevin s'était émotionnellement distancé et ne montrait aucun intérêt pour le mariage. Quand il a été question de la maison de campagne, j'ai tout raconté. De tout, de la terrasse, des préservatifs utilisés que nous n'avions jamais utilisés, des gémissements et de la présence d'un homme nu dans la même pièce. Ma voix tremblait, mais je continuais à raconter, sous serment, honnêtement,
jusqu'au dernier son. Même comment je les ai surpris, comment j'ai entendu les gémissements derrière la porte, comment je l'ai ouverte et les ai vus. Rachel était assise avec un visage impassible, parfois elle pinçait les lèvres, mais elle ne me regardait pas du tout. Quand j'ai terminé, c'était son tour de se justifier. Et là, le masque est tombé. Dans sa voix est apparu ce même ton que j'avais entendu lors des disputes. Accusateur, mordant, défendant le mensonge. Elle disait que tout cela était une erreur, que c'était moi qui l'avais repoussé, qu'il y avait beaucoup de pression dans le mariage, que nous n'étions pas heureux depuis longtemps. Et en plus, cela n'est arrivé qu'une seule fois. Mais je n'ai fait que sourire en coin. Une fois, dans la maison que j'ai achetée. Une fois dans le lit où nos enfants ont grandi. Une fois pendant que je lui apportais des courses. Le juge observait tout, avec une grande attention. La deuxième audience a été encore pire. Rachel a commencé à insister sur une thérapie familiale. Elle essayait de prouver que je demandais le divorce sous le coup de l'émotion. Elle disait que la famille pouvait être sauvée, et son avocat insistait pour suspendre l'affaire. Mais j'avais trop de faits, trop de douleurs. J'ai tout fourni. J'ai même réussi à m'entendre avec un autre voisin. Il a pu témoigner. Il les avait vus plus d'une fois derrière la clôture. Se détendre, boire, s'embrasser. Honnêtement, je voulais vraiment me venger. Et je ne laisserai pas cette fichue femme me faire passer pour le coupable. Quand Rachel a compris que le tribunal ne prendrait pas son parti, elle a changé de tactique. Une crise d'hystérie a commencé directement dans la salle. Elle s'est levée, a éclaté en cris, m'accusant d'avoir tout détruit, que c'était moi, et seulement moi, et que je continue à briser non seulement notre mariage, mais aussi la vie de nos enfants. Et que je ne nous donne pas, à tous, une seconde chance. Même le juge a dû lui faire une remarque. Mon avocat est resté calme, et moi je me suis tu. Je n'avais pas besoin de crier car tout avait déjà été dit et tout était visible. Le dernier jour après, le verdict, lorsque le tribunal a décidé de partager les biens et a fixé le calendrier des rencontres avec les enfants, Rachel s'est simplement assise sur le banc et a éclaté en sanglots. C'est probablement à ce moment-là qu'elle a compris que tout était réel, qu'elle avait perdu, et que je n'étais plus son jouet. La maison de campagne est mise en vente. Les fonds sont partagés équitablement. La garde des enfants est répartie par semaine. Une pension alimentaire équitable pour nos enfants, afin qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin lorsqu'ils seront avec leur mère. La maison devait être partagée équitablement, mais j'ai décidé de la laisser pour nos petits anges. Ma moitié de la maison est équitablement répartie entre nos enfants. À leur 18e anniversaire, chacun d'eux aura une part égale de 25%. Et s'ils le souhaitent, ils pourront la vendre et payer leurs études universitaires. En sortant de la salle d'audience, Rachel m'a traité de mari inutile et de quelqu'un qui n'a pas su agir en homme et préserver la famille. Je me suis retourné et j'ai simplement murmuré qu'elle était une infidèle. Le divorce n'est pas un point final. Ce n'est pas le moment où tu signes les documents et les papiers et tout est terminé. Non, le divorce est un long processus visqueux de séparation. Des souvenirs, des habitudes, de l'odeur de son shampoing dans la salle de bain et des bruits des pas des enfants dans l'ancienne maison. C'est une lutte pour respirer par soi-même alors que tu es encore attiré en arrière, là où tu as été trahi. Après la décision du tribunal, je suis parti quelque temps chez mon frère, dans un autre quartier. J'avais juste besoin de m'échapper. L'air dans notre maison était devenu extrêmement toxique. Tout là-bas me rappelait elle, et c'était insupportable. J'ai loué un petit appartement plus près du centre, mais avec 2 chambres, pour nos enfants.
Bien que la garde soit partagée équitablement, j'avais l'impression de les voir vraiment trop peu. Les premières semaines ont été difficiles, surtout quand le silence s'installait. Quand tu es seul assis dans la cuisine, regardant l'écran du téléviseur éteint, et que tu te rends compte que tu ne peux même pas te souvenir du goût de la nourriture. Tu manges juste mécaniquement pour ne pas t'effondrer. Rachel, elle apparaissait, puis disparaissait. Au début, elle essayait de maintenir le contact, mais pas avec les enfants, non. Elle essayait de maintenir le contact avec moi. Elle envoyait des photos, des vidéos de leur promenade, écrivait qu'elle me manquait, qu'elle avait fait une erreur, et qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. Je ne répondais pas. Je voyais à quel point elle voulait tout récupérer. Mais pas parce qu'elle m'aimait, mais parce qu'elle avait perdu. Elle ne savait pas comment vivre seule. J'ai appris que quelques semaines après le divorce, Tom avait emménagé chez elle. Je n'ai pas été surpris, mais je n'ai rien ressenti non plus, ni douleur, ni colère, juste une sensation étrange et lourde, comme si tu regardais un film, dans lequel tu jouais autrefois le rôle principal, et que maintenant tu observes simplement depuis la salle. Les premiers mois, tout était extrêmement beau pour eux, des photos sur Instagram, des promenades ensemble, des petits déjeuners partagés. Seulement je connaissais mes enfants. Je voyais que sur ces photos, leur sourire était faux. Ils jouaient à la famille heureuse, mais tout était faux. Surtout l'aînée, Lily. Elle ressentait tout. Elle n'était pas stupide. J'ai pris l'habitude de récupérer les enfants chaque vendredi soir. Nous regardions des films, préparions des pizzas, nous promenions le soir dans le parc. Je recommençais tout à zéro. Sans la famille que j'avais construite, mais avec ceux que j'aimais vraiment. 6 mois plus tard, j'ai revu Rachel au tribunal. Cette fois, elle voulait changer le calendrier de garde, car cela lui était extrêmement inconfortable. Elle disait que c'était à cause de mon nouvel emploi du temps, et maintenant elle voulait tout changer. J'ai aussi remarqué qu'elle avait changé. Elle était devenue fatiguée, irritée. Tom ne gérait pas la situation. Ils se disputaient. Plusieurs fois, les enfants m'ont raconté qu'ils l'avaient entendu crier après eux. C'est alors que j'ai soulevé la question d'une possible menace. Mais le tribunal a refusé de réexaminer la garde et a laissé les choses en l'état. Environ 8 mois après le divorce, j'ai appris que Tom avait quitté Rachel. Il a simplement rassemblé ses affaires et est parti. Son ex-femme a demandé une pension alimentaire, en utilisant les documents que je lui avais un jour transmis. Ironie, me demanderez-vous? Non, juste les conséquences de la vie. Rachel a de nouveau essayé de reprendre contact. Elle écrivait qu'elle me manquait, qu'elle se sentait mal, qu'elle n'était pas elle-même. Elle disait même que nous étions destinés à vivre ensemble toute notre vie. Je ne répondais pas à cela, je ne réagissais pas. À l'intérieur, tout était déjà mort. Je ne suis pas devenu amer. Je ne suis pas devenu amer même lorsque Lily, lors d'une visite, a accidentellement dit que maman pleurait la nuit. J'ai simplement lâché prise. Maintenant, plus d'1 an s'est écoulé. Je n'ai pas de nouvelle femme, pas de grand amour, mais j'ai moi-même. Et j'ai mes enfants. Et je souris, sincèrement, comme jamais auparavant. Je regarde le soleil différemment. Et je ne vis plus dans l'ombre. Parfois, je rêve de ces week-ends à la campagne, où je l'ai vu avec Tom, où j'ai senti que tout s'effondrait. Mais maintenant, ce ne sont que des rêves. Juste un rappel d'où je suis sorti, de qui j'étais, de qui je suis devenu. J'ai survécu, et maintenant je suis libre. Je pourrai surmonter la solitude avec mes enfants. Nous sommes une famille.
même si elle n'est plus complète, mais une famille. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, mettez des likes. Vous pouvez également regarder nos vidéos précédentes sur la chaîne. Et je souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.